Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Bon, on a parlé de la forme et de l'intérêt plutôt moyen de ce débat hier soir. Néanmoins, il y a eu du contenu et M. Trump a été au cœur des débats. Ben, c'était lui la cible. C'était même pas Pierre Poilievre non plus. Pierre Poilievre, ça a pris quasiment une demi-heure dans le débat avant qu'on le nomme pour la première fois. La cible était vraiment Donald Trump. Et Mark Carney, Chrystia Freeland, Karina Gould et Frank Baylis qui débattaient donc pour la première fois en français. On a senti la barrière de la langue tout au long de ce débat-là, mais on a senti aussi une certaine unanimité dans les idées, dans les enjeux, très, très polis un envers l'autre, si bien qu'il n'y a pas eu de prise de bec majeure. Mais je vous dirais que c'est Mme Freeland qui a résumé peut-être bien ce à quoi on assistait, c'est-à-dire que c'est une course qui a lieu à l'intérieur d'une même famille et que les attaques n'ont pas raison d'être. Je vous parlais de M. Trump. Ouais, mais dans le passé, des courses, oui. Ça a déjà brassé. Même dans le même parti, j'ai déjà vu ça brasser. Là. Il y avait des familles plus déchirées que d'autres. On vous a préparé donc un petit montage de certaines répliques de chacun des candidats, notamment en lien avec la menace américaine et les idées de Donald Trump. Ce n'est pas la première fois que M. Trump nous menace avec les tarifs contre l'acier et l'aluminium. On a répondu avec les tarifs de représailles, dollar par dollar, oui. Et en bout de ligne, on a gagné. Il faut reconnaître que le Trump d'aujourd'hui, il n'est pas le même qu'avant. Il est plus unilateraliste, plus isolationniste, plus agressif. Avant, il veut une partie de nos marchés. Maintenant, il veut notre pays. On va avoir du succès parce que le Canada est fort, mais nous sommes aussi intelligentes. Moi, je vous dirais, pourquoi arrêter à 25 %? Mettons 100 %. Mettons 100 % de tarification. Et va parler à vos contribuables, vos citoyens, et expliquez-les pourquoi vous allez falloir payer le double pour votre électricité. Là, il va dire non, M. Baylis, on va t'envoyer la facture. Ouais. Donc, effectivement, Donald Trump, je pense que c'est Mme Freeland qui s'est positionnée quand même comme la plus dure là, envers Donald Trump, qui a voulu se positionner comme celle qui serait la plus ferme pour défendre le Canada devant Donald Trump. Il y a M. Carney qui a eu un vilain lapsus. Là. Oui, un vilain lapsus sur le Hamas, sur le conflit israélo-palestinien. M. Carney a dit « Nous sommes tous d'accord avec Hamas » et il s'est fait rapidement reprendre par Chrystia Freeland. Alors, vous comprendrez que les conservateurs ont sauté à pieds joints sur l'occasion, notamment Pierre Paulus est allé sur les réseaux sociaux, a dit qu'il est important qu'un premier ministre puisse communiquer clairement que le Canada n'est pas d'accord avec le Hamas, en disant que Mark Carney n'est pas capable de s'exprimer clairement. Revivons ensemble la scène. Nous sommes d'accord avec Hamas, nous sommes d'accord avec tous... Nous ne sommes pas d'accord avec Hamas, mais concernant Hamas. Contre Hamas. Et pour une solution à deux États. Mais ça doit être un État palestinien viable et libre qui existe côte à côte avec un État Israël qui existe dans la paix et la sécurité. On déduit qu'il voulait dire on est d'accord à propos du Hamas, et non pas avec Hamas. Et des fois, les mots... oui, les petits mots sont importants comme les grands. Parce qu'après ça peut être récupéré dans des vidéos aussi. Mais est-ce que dans ton esprit, il y a un gagnant? Est-ce que c'est même possible de déterminer un gagnant dans le contexte actuel? 2-3 observations. D'abord, le moment, et là, c'est un peu triste pour le Québec, mais le moment où ils se sont vraiment animés, là, puis ils sont devenus comme un petit peu excités, puis énergiques, puis... C'est pour parler contre le Québec, là. Pour vrai, là. Quand il était question... Et là, ils étaient unanimes sur le fait... La loi 96 sur la défense du français, la loi 21 sur la laïcité, les lois de l'Assemblée nationale, ça vaut rien. Ça doit être combattu. On est des libéraux, on est le parti de la Charte des droits. Alors, toutes les nuances, même que M. Trudeau, à qui on a reproché, tu vas envoyer tes avocats contre le Québec, mais M. Trudeau a toujours marché sur des os, beaucoup plus conscient, je pense, de la sensibilité au Québec, puis il voulait pas pogner les Québécois de front. Hier, t'avais 4 personnes, là, pas du tout conscients, qui marchaient, ils marchaient là, sur l'Assemblée nationale. Je pense même pas qu'il y avait le niveau de sensibilité politique pour se rendre compte que, OK, là, c'est tout ce qui a été voté, les lois de l'Assemblée nationale, puis que là, on veut rien savoir. Nous, on est le parti de la Charte des droits et libertés, on veut rien savoir de ça. Puis unanime là-dessus, puis tout à coup, ils se sont animés, là. Tu sais, ils étaient plus éveillés, plus énergiques. L'autre affaire...
Mark Carney, c'est une grande victoire, puis en même temps, c'est une grande démonstration de ses limitations. Une grande victoire parce que quand tu es sur le bord de gagner, puis qu'il y a un débat plate, ben c'est excellent pour toi. Tu veux pas... T'es sur le bord. Tu mènes 6-0 dans une partie de hockey, tu veux pas de bagarre générale, tu veux plus d'émotion, tu veux juste laisser le cadran descendre à 0 puis on s'en va chez nous, là. Fait que dans le cas de Mark Carney, c'est exactement ça. Il s'est rien passé, un débat bien tranquille, il s'en retourne chez eux, il est déjà en avance, tout va bien. Mais en même temps, je veux dire, on a vu hier que c'est pas Superman des débats, là. Je veux dire... Tu le mets contre Pierre Poilievre dans ce débat. Ouais. Tu le mets contre Pierre Poilievre. On va voir en anglais comment il se comporte. Mais tu sais, ça a démontré là, quand même ses limitations. C'est-à-dire que il n'a pas été nécessairement mauvais, puis il n'a pas dit de bêtises. Mais c'est juste qu'entre les attentes où là, il devient le politicien le plus populaire au Canada depuis une génération, puis ce qu'il a livré, tu te dis, attends un petit peu, là, il y a un écart entre l'espoir puis ce que le type est en réalité capable de fournir. Ceci dit, tu nous disais tout à l'heure, Alexandre, les libéraux sont sur un nuage. Il y a un autre sondage léger qui est sorti là, juste avant le débat. Et les résultats sont très, très clairs. Là. Lorsqu'on met Mark Carney comme chef du Parti libéral du Canada, non seulement sur un point de vue, disons, national au Canada, et aussi lorsqu'on regarde les chiffres au Québec, il y a une tendance là, qui est claire. Alors au Canada, les libéraux seraient premiers. Donc devant les conservateurs, 40% pour le Parti libéral, 38% pour les conservateurs. Ça fait des mois qu'on n'a pas vu ça. Là. Le NPD s'est effrité complètement, 11% seulement dans les intentions de vote. Et quand on regarde... Mais ça, t'es conscient que c'est... Là, on reparle d'un gouvernement peut-être libéral majoritaire. Oui, tout à fait. Avec 2 points d'avance, vous allez dire, c'est pas beaucoup, 2 points. Non. Les libéraux, même avec 1 ou 2 points d'arrière, vont avoir plus de sièges en Ontario, puis tout ça. Donc, avec les libéraux avec 2 points d'avance, c'est-à-dire que les conservateurs gagnent dans l'Ouest, puis tout ça, mais tu peux avoir un gouvernement libéral majoritaire. Sur à quoi écoute, il y a 1 mois et demi, quand Justin Trudeau a quitté, on se demandait est-ce qu'un chef pouvait venir sauver le parti, éviter la débâcle pour les libéraux, juste garder un parti d'opposition. Là, on rêve du pouvoir, puis là, on rêve quasiment d'un gouvernement majoritaire. Dans quel revirement de situation? Puis si tu regardes au Québec aussi, c'en est tout un revirement de situation. Ce n'est plus le Bloc qui est premier dans les intentions de vote, mais bien les libéraux maintenant, avec 40% aussi. Le Bloc est deuxième avec 24%, à égalité avec les conservateurs. Et le NPD, là, un maigre 6%. C'est un sondage qui a été réalisé du 20 au 23 février dernier auprès de 1500 répondants. Mais pour le Bloc, il y a vraiment une notion là, du plancher qui se dérobe sous tes pieds. Puis je vais l'expliquer simplement, puis ça fait quelques semaines, puis avec le collègue Paul Larocque, on jase souvent de politique dans les corridors à TVA, puis on avait eu cette discussion-là ensemble. Le Bloc a du succès quand l'ennemi est à Ottawa. L'ennemi étant, je grossis le mot, là, mais l'ennemi étant, ils vont empiéter dans nos pouvoirs, puis le fédéral va jouer dans les pouvoirs du Québec, puis le fédéral va nous imposer des choses, va nous empêcher de défendre notre langue. Puis quand l'ennemi est à Ottawa, là, le Bloc tape sur le clou, marque des points. Mais là, l'ennemi est à Maison-Blanche. L'ennemi est à Washington, tu viens de mettre le doigt dessus. Quand l'ennemi est à Washington, c'est quoi le sens du Bloc? C'est quoi l'utilité du Bloc? C'est quoi la pertinence du Bloc? C'est quoi le rôle que le Bloc peut jouer utile pour nous? C'est compliqué. Et là, on va te dire, une chance qu'il partait de haut. Là. Le Bloc était très en avance, partait de très haut. Mais pour Yves-François Blanchet, il y a comme vraiment une urgence d'essayer de retomber sur ses pattes là, et de repositionner le Bloc dans le nouveau contexte ou d'espérer que toutes les menaces de Trump disparaissent d'ici l'élection fédérale. Mais en tout cas, pour moi, si l'élection fédérale est dans 8 semaines, les probabilités que la menace Trump soit disparue en 8 semaines, je les qualifierais de plutôt minces. Là. Non, t'as bien raison. Et d'ailleurs, Trump, parlant de lui... Ben oui, parlant du loup. Il y a les tarifs. Hein. On a tendance peut-être à avoir un peu oublié ça. On a eu un sursis d'1 mois. Ouais, là, on a eu un gros soupir de soulagement là, il y a 3 semaines. Mais c'est parce que le nuage gris au-dessus de nos têtes, il revient. Hein. Et Donald Trump a reconfirmé son intention d'appliquer les tarifs
comme prévu, donc mardi prochain, le 4 mars, des tarifs de 25 % sur toutes les importations en provenance du Canada, sauf l'énergie qui serait taxée à 10 % Rappelons-nous aussi de ce qui avait été annoncé par le Canada, c'est-à-dire des contre-tarifs de 25 % sur l'équivalent de 155 milliards de dollars de marchandises. Mais là, tu te dis, OK, la condition de Trump, c'était la frontière. Là, on a resserré la frontière, des effectifs supplémentaires, 2 beaux hélicoptères Shiny qui patrouillent la frontière, le tsar du fentanyl. On a ajouté les cartels mexicains à la liste des entités terroristes, mais visiblement, ça fait pas l'affaire, encore une fois, de Donald Trump. Donald Trump, qui, Mario, aussi, a dit hier vouloir redémarrer maintenant les travaux de construction d'un oléoduc entre le Canada et les États-Unis, le fameux projet Keystone XL. C'est un projet qui avait été abandonné en 2021, au début du mandat dès l'arrivée de Joe Biden. Exactement. Alors lui, il ramène ça dans l'actualité. Mais il n'y a pas besoin du Canada. Mais non, c'est pas bizarre. Il n'y a pas besoin du Canada, il n'y a pas besoin du pétrole canadien. Mais il veut construire le plus gros pipeline pour amener le pétrole du Canada aux États-Unis. Eh bien. Petite contradiction. Ce serait pas la première. Sincèrement, sur les tarifs, je sais pas quoi penser. Je vois que les marchés financiers y croient pas. Je vois que beaucoup de PDG de compagnies y croient pas. Beaucoup de gens pensent qu'il ne mettra pas. Mais il reste qu'il a donné un sursis d'1 mois. Il y a 3 semaines de passé. Et là, on revient dans le psychodrame du mois passé. Là, c'est-à-dire que c'est mardi. Dans une semaine, jour pour jour, en théorie, les tarifs entrent en vigueur. Puis il a redit hier qu'il a l'intention de le faire. Quoi penser? Bon, on a des développements là, dans le dossier SACLIC, le scandale à la SAC. C'est majeur, ça bouge beaucoup. D'une part, il y a Sonia Lebel, présidente du Conseil du Trésor, qui a demandé au PDG de l'Autorité des marchés publics d'examiner l'octroi donc du principal contrat informatique qui a été signé dans le fiasco de SACLIC. Pourquoi? En raison d'un possible conflit d'intérêts. Et au cœur de tout ça, c'est l'entreprise SAP Canada qui a conseillé la société avant publication d'appel d'offres. Et finalement, c'est elle qui a remporté le contrat. Ouais, dans un consortium avec IBM. C'est ce consortium-là, c'est ce contrat-là qui va être sous enquête. Et donc, on sait là, tout le rapport très coup de poing de la vérificatrice générale la semaine dernière, dépassement de coût de 500 millions de dollars qui porte la facture à plus d'1,1 milliard, des informations cachées. Et là, parallèlement à tout ça, il y a Radio-Canada qui nous rapporte ce matin que la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, réclame 2 enquêtes supplémentaires à celles demandées par la présidente du Conseil du Trésor. La première, une enquête interne au MTQ, et l'autre, de l'UPAC. Et Radio-Canada a mis la main sur les lettres envoyées donc par la ministre Guilbeault. Et dans le journal, ce matin aussi, on fait état notamment de retard, des déboires informatiques à la SAC, des déboires généralisés, des retards sur plus de la moitié des projets informatiques de la SAC. Et malgré tout ça, on parle beaucoup des promotions des gens qui étaétaient en place lors de la mise en place de SACLIC. Un exemple flagrant, en janvier 2024, la SAC a donné à Caroline Foldes-Busque, donc, on a nommé cette dame-là à la tête, donc, de la vice-présidence de l'expérience numérique. Donc, une promotion. Elle, auparavant, elle était directrice générale principale du projet SACLIC, dont la vérificatrice générale a révélé donc l'ampleur de ce fiasco-là. Et elle obtient une promotion. Il y a juste au gouvernement que tu peux avoir des affaires comme ça. C'est tellement renversant, tellement choquant. Ce qu'on qualifie d'un fiasco, ce que la vérificatrice générale a étudié spécifiquement comme un fiasco, la personne qui était aux commandes a eu une promotion. Fais ça on aurait dû recevoir des éloges pour ce projet-là. Je comprends, M. Kerr. Fais ça dans le privé pour le fun. Tu vas te faire sacrer dehors. Ben oui, complètement. Puis ça va être mérité. Oui, complètement. Mais en fait, là, dans le fond, il y a essentiellement 2 enquêtes assurées. Là. Une de l'Autorité des marchés publics, une interne au ministère des Transports qui est demandée au sous-ministre sur ce qui s'est passé dans le ministère. Et dans le cas de l'UPAC, je comprends que la ministre ne peut pas ordonner une enquête à l'UPAC. Elle soumet le dossier à l'UPAC, donc tu pourrais te retrouver avec une 3e enquête de ce côté-là. La ministre Sonia Lebel qui a aussi hier donné des nouvelles directives pour l'achat en ligne. On comprend qu'elle ne vise pas spécifiquement Amazon dans le discours, mais que dans les faits, c'est toujours cette histoire d'achat local là, qui tourne autour. Et elle va forcer les ministères et les organismes publics à faire approuver tous les achats sur une plateforme en ligne qui n'a pas de point de vente de détail au Québec. Bon.
C'est sûr qu'Amazon répond à ces critères-là. L'objectif, c'est de limiter les achats faits auprès du géant américain du Web. Le bureau d'enquête révélait l'automne dernier que les ministères avaient dépensé plus de 2,2 millions de dollars sur Amazon depuis 2021. C'est beaucoup de sous. Pendant ce temps-là, le fameux panier bleu avait de la difficulté à attirer les fonctionnaires et les employés de l'État, tout comme aussi, je vous dirais, les citoyens en général. Ça n'avait pas été un succès, cette histoire-là. Alors, avec la guerre tarifaire déclenchée par Trump, Québec veut donner un nouveau tour de roue pour favoriser l'achat local. Il y a un dirigeant de la FTQ Construction qui a été réprimandé. Oui, Simon Lévesque, qui, souvenez-vous, on vous avait raconté cette histoire-là, dévoilée par le bureau d'enquête. Il avait facturé sur son compte de dépenses un dîner, pour le moins arrosé, pour 2 personnes. Un dîner qui a duré tout l'après-midi. C'était en mars 2024. Ouais, parce que la facture, le punch de la facture est aux alentours des 16h30, 17h. Ben oui, il y en a qui ont le temps de faire des longs dîners comme ça. Personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais bon. 16 consommations d'alcool pendant ce long dîner marathon. C'est quand même assez incroyable. 16 pour deux personnes. Puis je me mets dans la peau des gens qui travaillent parce que c'est un type qui travaille en santé et sécurité au travail, parce qu'il a facturé du kilométrage. Laissant sous-entendre que... Il a-tu pris son pick-up? Ouais. Ben non, mais c'est le point d'interrogation. Oui. C'est pas, là, après un dîner quand même à 16 consommations. Ben, tu sais, on est en droit de se poser la question. Alors là, ce dirigeant de la FTQ Construction a été réprimandé pour un comportement jugé inacceptable. Il va même devoir suivre une formation visant à corriger son comportement. Il a été réprimandé par qui? Par la présidente du CA, l'ancienne juge de la Cour d'appel du Québec, Louise Otis. Impossible de savoir, par contre, si la FTQ Construction a aussi sanctionné son employé parce que le syndicat a refusé, vous allez être surpris, de répondre aux questions du bureau d'enquête. Rappelons que la dernière controverse impliquant la FTQ Construction, on a appris cette semaine que la FTQ Construction fournissait à ses dirigeants, on n'a pas une douzaine, là, des camions neufs, des pick-up neufs à près de 80 000 $, pick-up qu'ils peuvent utiliser d'ailleurs dans leurs déplacements personnels. Isabelle, le décès de Roberta Flack à 88 ans, mais elle a un succès. Les gens qui connaissent pas le nom connaissent certainement. C'est une si belle chanson. Hein. Elle a toute une carrière. Hein. C'est l'une des voix soul les plus imposantes. Elle fait partie du top 100 des femmes les plus influentes de son époque. Killing Me Softly with His Song. Les plus jeunes l'ont connue avec Lauryn Hill des Fugees, mais c'est une reprise de Roberta Flack dans les années 90. Cette chanson-là est sortie dans les années 70. On dit qu'elle s'est éteinte à 88 ans, entourée de sa famille. Celle qui a annoncé en 2022 être atteinte de SLA, la maladie de Lou Gehrig. Elle ne pouvait plus chanter, mais on se rappelle qu'au début de sa carrière, c'était une femme surdouée, pianiste, formation classique, mais elle était toute jeune quand Clint Eastwood, qui lui-même était un jeune réalisateur, a pris l'une de ses chansons pour son film Un frisson dans la nuit, The First Time I Ever Saw Your Face, cette chanson-là qui a remporté d'ailleurs un Grammy. The first time ever I kissed you. Ça a été la première femme à remporter 2 Grammys de suite pour chanson de l'année et il faudra attendre à 2020 pour que quelqu'un d'autre fasse la même chose. Elle s'appelle Billie Eilish. Ça aura pris tout ce temps-là. Faut dire que ces années de duo avec Donny Hathaway aussi ont marqué sa carrière. Celui qui, à un moment donné, a vécu une fin tragique alors qu'il a enregistré un album avec Where is the Love et The Closer I Get to You. Il a eu une attaque dans son hôtel à Manhattan, mais ça a été des moments marquants dans sa carrière aussi. Il y a beaucoup de ces chansons qui ont été reprises à travers le temps. Elle était l'une des voix du mouvement des droits civiques américains. D'ailleurs, elle s'est produite en 99 à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud devant Nelson Mandela. Elle a chanté aux funérailles de Jackie Robinson, le premier joueur noir de la Ligue majeure de baseball, entre autres. Elle a eu vraiment toute une carrière. C'est fou. Je trouve qu'on a très peu entendu parler dans les dernières décennies, mais elle a franchement marqué son époque. Absolument. Finalement, le Canadien joue ce soir contre une puissance. Oui, les Hurricanes de la Caroline qui sont en ville. Les Hurricanes de la Caroline qui sont 4e dans l'Est avec 70 points. Le Canadien est 13e avec 57 points. Quelques changements à l'alignement de Martin Saint-Louis. Kirby Dach ne sera pas en mesure de jouer le match de ce soir. Il sera remplacé par Owen Beck. Et on a beaucoup parlé à l'entraînement hier du jeu de Juraj Slafkovský. On a l'impression d'avoir un nouveau Juraj Slafkovský dans le match de samedi contre les Sénateurs d'Ottawa. Une belle victoire d'ailleurs du Canadien 5-2. Slafkovský
Gretzky a inscrit un but, distribué 8 mises en échec, s'est battu une fois, 5 tirs au but. Et là, il dit, là, je veux jouer fâché. Et là, il dit, jouer fâché. Martin Saint-Louis qui a toujours des bonnes analogies. On parle de plutôt être combatif. Plutôt que de jouer tout le temps fâché. Ça, c'est une ligne qui aurait pu être appliquée au débat d'hier aussi. Oui. Ben oui, il aurait pu jouer fâché. Mais ça a pas été le cas. On jouait un petit peu doux hier. Canadien, quand même, une semaine importante où on peut aller chercher des points. Là. Ça va être peut-être plus difficile ce soir contre les Hurricanes. Mais jeudi, Sharks de San Jose. Un désastre, honnêtement, sur 2 patins cette saison. Et samedi, on est à Buffalo contre les Sabres. Ouais. Puis, bon, dans le cas des Hurricanes de la Caroline, la rumeur veut qu'ils sont à Montréal depuis quelques jours. Oui, parce qu'ils étaient à Toronto en fin de semaine. Ouais. Donc, ils ont fréquenté les beaux, dynamiques établissements de restauration montréalais. C'est ça, ils vont peut-être arriver affaiblis. C'est toujours un espoir quand ils passent beaucoup de temps à Montréal.